Bonjour tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour le bilan de mi-année, du coup c'est le Mid-Year Freakout Book Tag, je crois que c'est ça. Si jamais vous entendez des bruits de dehors, c'est juste que j'ai ouvert la fenêtre parce qu'il fait extrêmement chaud, donc je suis désolée si vous entendez des enfants, des trucs comme ça. C'est pas grave, franchement j'ai trop chaud pour ne pas ouvrir la fenêtre. J'ai repris les questions de ma vidéo de l'année dernière, donc si jamais vous voulez la voir, je la mettrai juste ici. Et on va commencer tout de suite. La première question, c'est le nombre de livres que j'ai lus cette année, et du coup en roman et graphique tout confondu, je suis à 48 livres. Sur Goodreads vous avez probablement vu 47 parce qu'il y en a un que je n'ai pas inclus de manière volontaire puisque c'est l'un des livres du reading vlog qu'on fait avec Snodza. Du coup pour le moment je l'ai pas inclus, mais je le ferai quand le vlog sortira. Je ne sais pas encore quand puisque moi j'ai pas encore terminé mon troisième livre et c'est une pavasse, donc je sais pas trop encore quand ça va le faire. Mais bon bref, vous saurez en temps et en heure. Et bah voilà, pour le moment j'ai lu 48 livres, du coup romans et graphiques confondus. Mon challenge Goodreads est à 50 livres comme chaque année, donc je suis très bien puisqu'il me manque plus que 2 livres en soi pour compléter mon challenge. Et je pense aussi qu'en 2025, je mettrai mon challenge à 50 aussi, comme ça me met pas de pression. La deuxième question, c'est la meilleure lecture que tu as faite cette année. Sans grande surprise, c'est Betty de Tiffany McDaniel. Ça a été une énorme claque que j'ai absolument adorée. Je l'ai lu en lecture commune avec Lucie et Mylène. On a toutes les trois beaucoup aimé. Et je sais que Lucie, elle, a déjà lu L'été où tout a fondu et Du côté sauvage, qui est son nouveau roman qui a été traduit. J'ai dans ma palle L'été où tout a fondu, mais pas dans la version Guy Master, c'est dans l'ancienne édition. Je ne sais plus quelle maison d'édition c'était. Mais bon bref, je l'ai dans l'ancienne édition et on verra si jamais je m'en sépare ou non, parce que j'avais adoré la traduction qui a été faite par François App. Attendez que je vérifie. Je crois que c'est ça, hein. Oui c'est ça, traduit de l'américain par François App, et je trouve qu'il a fait un travail formidable, donc je vais voir si j'aime bien la traduction de l'autre traducteur, puisque je me souviens plus quel est son nom. Mais enfin bon bref, Betty, ça a été une énorme claque. Ici on va suivre du coup l'histoire de Betty qui est une petite fille dans une grande fratrie, et la particularité de leur famille c'est que leur père est Cherokee et leur mère est américaine, donc un père de couleur et une mère blanche. Betty a pris toutes les caractéristiques physiques de son père, donc elle a vraiment le teint, les cheveux très typés Cherokee, donc elle a vraiment la peau mate, les cheveux très noirs et lisses. Donc forcément on est dans les années 50-60, donc elle est extrêmement discriminée pour ça. Il y a beaucoup de racisme et de violence en tout genre, de violence intrafamiliales aussi. Si jamais vous n'avez pas encore lu Betty et que ça vous donne envie, soyez préparés parce qu'il y a de la violence physique, sexuelle, morale. Il y a de la violence sur animal aussi, et potentiellement j'en oublie, mais en tout cas il y a énormément de violence en tout genre, donc si jamais, soyez préparés. La troisième question, c'est la meilleure suite de saga, et pour moi ça a été The Gilded Cage de Lynette Noni, et après The Blood Traitor qui est du coup le deuxième et troisième tome de la trilogie de The Prison Healer que j'avais lu en novembre ou décembre de l'année dernière, et j'ai adoré la suite. J'ai enchaîné les deux derniers tomes parce que j'ai mis du temps à lire le deuxième tome, tout simplement parce que la personne qui l'avait emprunté à la bibliothèque a mis 1 mois à le rendre, donc j'ai mis beaucoup plus de temps à le lire. Je crois que je l'ai lu en février, quelque chose comme ça, je sais plus trop. Et en fait j'étais tellement frustrée de la fin que je voulais vraiment savoir ce qui se passait, donc j'avais acheté sur ma liseuse le tome 3 en anglais qui depuis a été traduit chez je ne sais plus quelle maison d'édition, je dois vous avouer. Mais en tout cas ça a été une très bonne suite de saga. C'est une saga young adulte sur une jeune fille qui s'appelle Kiva, qui est prisonnière à la prison de Zalindov, et en fait elle exerce le métier de guérisseuse dans cette prison. Sauf qu'un jour elle va avoir la reine rebelle qui a été capturée, sauf qu'elle est en très mal en point, et la seule chose qu'on lui a demandé c'est de la garder en vie, parce que elle, la reine rebelle, a été condamnée à passer 4 épreuves, donc les 4 épreuves des 4 éléments de magie du royaume, et Kiva va se porter volontaire à sa place pour du coup faire ces épreuves, parce que gagner ces 4 épreuves ça veut aussi dire gagner sa libération. Donc vous allez voir comme ça
qu'est-ce qui va se passer, et dans le tome 2 il y a encore plus de choses qui se passent. Dans le premier tome on est vraiment dans un huis clos où on était uniquement dans la prison. Dans le deuxième tome on est dans toujours un espèce de huis clos mais un peu différent, et dans le troisième tome on est plus sur des paysages, une sorte de quête. Le paysage est beaucoup plus varié, donc je vous laisserai découvrir si jamais vous ne l'avez pas encore vu, mais je vous conseille à 1000% parce que moi j'ai adoré. Ensuite c'est la sortie qui me tente le plus, et c'est une sortie qui est là du 20 juin, et je tourne moi le 20 juin. Je l'ai précommandé, il s'agit de Les larmes de l'Asphodèle de Nora Lake. J'avais eu un énorme coup de cœur pour son livre Descendre sur les mains juste ici, et là c'est son nouveau roman aux éditions Hurlevent. Je l'ai précommandé avec d'autres romans de la maison d'édition, donc j'attends avec grande impatience la réception, et je crois malheureusement que la réception va se faire quand je ne serai pas chez moi, donc il faudra que j'attende encore plus, mais mon impatience est très haute, donc j'ai vraiment trop hâte de recevoir ça. Vraiment, je ne suis qu'impatience. Je suis impatience depuis le début où j'ai su qu'il y avait un nouveau roman de Nora Lake. Je me souviens très bien, c'est Lucie qui m'en a parlé par message sur Instagram. Je sais plus de quoi en parler, mais elle m'a dit qu'elle était intéressée. Ah oui, je crois qu'elle m'a dit qu'elle était intéressée par celui de Josepha Juillet, Le serment de l'Angre Brume. Si je dis pas de bêtises, c'est celui qui est un petit peu fantasy ou fantastique, je sais pas trop. Et en gros elle m'a dit ah oui il y a aussi le nouveau de Nora, et j'étais là il y en a en fait elle en a sorti aussi aux éditions du Chat Noir, du coup je pensais qu'elle me parlait de celui-ci, et elle m'a dit non celui aux éditions Hurlevent. Je fais mais je l'ai déjà lu celui aux éditions Hurlevent. Elle m'a dit non il y en a un nouveau. J'ai fait comment ça, quoi, je ne suis pas au courant. Elle m'a dit c'est bizarre que je sois au courant et pas toi, c'est juste qu'il l'avait pas encore annoncé, elle l'avait vu grâce à ses librairies. Mais voilà, je ne suis qu'impatience et j'ai trop hâte. Un petit peu moins réjouissant, mais on va passer à ma plus grande déception, et il s'agit de El amante japonés de Isabel Allende. C'est un livre que j'ai lu en espagnol, et du coup j'étais très fière de moi de le lire en espagnol. Isabel Allende, j'avais emprunté une fois La Maison aux Esprits, mais au final je ne l'avais pas lu parce que j'étais plus trop dans le mood. Et bien là j'avais pas forcément envie de me taper une pavasse de 500 pages en espagnol, je m'en sentais pas capable, donc je m'étais tournée vers El amante japonés, où on y suit, alors je vais essayer de m'en rappeler, on va suivre une jeune femme qui est américaine si je dis pas de bêtises, et en fait elle va tomber amoureuse du jardinier de ses parents qui est japonais, et en parallèle on va suivre une autre jeune femme qui va s'occuper de la première quand elle est en espèce de résidence pour seniors, et elle a un secret qu'on va découvrir. Et en fait j'avais été très déçue parce que je trouvais le rythme du roman assez lent, et que la résolution était pas à la hauteur de ce que j'attendais. Je trouvais que c'était assez plat dans l'ensemble, j'ai trouvé le rythme était assez irrégulier parce que on nous donnait des choses mais c'était pas forcément assez pour retenir vraiment toute mon attention. Et je dois bien avouer que j'ai pas été plus attachée que ça au personnage, notamment au petit-fils de... Putain, c'est Velasco son nom de famille, mais c'est quoi déjà son prénom? Alma Velasco, du coup, qui est la première femme qu'on suit. Du coup, son petit-fils s'appelle Seth, et il est amoureux de Irina, la deuxième protagoniste. J'ai réussi à me souvenir des prénoms, c'est bien. Et en fait j'ai pas du tout aimé Seth Velasco dans les paroles qu'il a pu dire. Je trouve qu'il a un côté un peu paternaliste et un peu sermonné, et c'est pas des choses qui me plaisent. Si jamais vous voulez en savoir plus, j'ai fait un vlog que je vous remets juste ici où j'en parle un peu plus longuement. Mais aussi peut-être que ma lecture a été un peu entachée parce que au même moment, enfin quelques jours après, j'ai commencé Betty, et je trouvais ça tellement exceptionnel que ça a peut-être été un peu contrebalancé avec ma lecture de El amante japonés. Donc ça a été une déception dans le sens où j'en attendais un petit peu plus, mais je dirais pas non à relire quelque chose qu'a écrit Isabel Allende, parce qu'elle écrit beaucoup de choses, elle est très plébiscitée, donc je pense que j'aimerais bien en lire de nouveau. Et puis j'ai trouvé aussi que son écriture était assez fluide et c'était pas trop complexe à lire en espagnol. Pour contrebalancer, on va passer à ma plus grande surprise, et j'ai pas pu résister, j'en ai choisi plusieurs. Tout d'abord j'ai Steam Sailors de Ellie S. Green. J'ai lu du coup l'intégrale qui était disponible à la bibliothèque,
Et c'est un intégral de 700 pages, je l'ai lu en 3 jours, c'était absolument merveilleux. J'ai adoré. Du coup dans Steam Sailor il y a 3 tomes et dans l'intégrale il y a un préquel en plus, un préquel exclusif. Et ici on va suivre une bande de pirates de l'air qui recherchent la cité des alchimistes, qui est une cité un peu fictive dans l'imaginaire de tout le monde, c'est un peu une grande légende, sauf que cette bande de pirates de l'air va essayer de la retrouver coûte que coûte. Et pour ça ils vont aller aussi sur Terre, dans le monde du dessous, du dessous, parce qu'eux ils vivent en haut, bref. Et ils vont au final kidnapper, comment elle s'appelle déjà ? Non, pas Constance, Prudence. Prudence, et elle va rejoindre l'équipage et c'est absolument génial, j'ai adoré tous les personnages. Vraiment, c'est un roman que je veux absolument avoir dans ma bibliothèque. Je veux l'intégrale dans ma bibliothèque parce que je sais très bien que je le relirai un jour parce que j'ai trop adoré pour ne pas le faire. Et la deuxième grande surprise, c'est Nevermore de Jessica Townsend, qui est un roman de jeunesse où on va suivre Morrigan Crow, qui pense être maudite parce qu'elle est née le jour du merveillon et tous ces enfants là sont maudits et destinés à mourir le jour de leurs 12 ans. Et Morrigan a 11 ans au moment où on découvre son histoire et elle va se faire enlever par un mystérieux homme roux qui va l'emmener à Nevermore. Et de ça on va avoir toute son histoire. Et c'est un roman dont j'avais entendu beaucoup de bien aussi, comme Steam Sailors. Mais celui-ci, j'attendais pas à ce que ce soit aussi bien et qu'il y ait autant de rebondissements. Je me suis vraiment imprégnée de l'histoire. Pour ces deux romans-là, Steam Sailors et Nevermore, j'ai couplé avec la version audio. Le premier Steam Sailors c'est disponible sur Nextory et l'autre je l'ai eu sur Audible. Et j'ai adoré la lectrice pour Nevermore. Steam Sailors, il y avait pas grand chose de plus, mais en fait Nevermore j'ai adoré la lectrice. Déjà j'aime beaucoup comment elle module sa voix en fonction des personnages et en plus tous les petits ajouts qu'il y a eu au début des chapitres. Il y a des petits ajouts sonores qui sont un réel plus pour l'écoute. Et du coup j'ai lu ça hyper rapidement et vraiment j'ai été aussi imprégnée pareil dans les personnages, dans l'histoire, dans l'intrigue. Et ça m'a fait beaucoup de bien. Je trouve que c'est un roman jeunesse. En fait c'est deux romans jeunesse qui sont très intéressants et qui prennent pas les lecteurs pour des gens stupides. Donc ça fait plaisir aussi. Mais bref, j'ai adoré. Voilà, je peux pas te dire grand chose d'autre. J'ai adoré. Lisez-les si vous aimez ce genre de choses. Et Morrigan m'a fait extrêmement penser à Mercredi Adams, qui est un de mes personnages préférés de cinématographique, parce que je crois pas, si il y a peut-être eu des livres, mais en tout cas moi j'ai juste vu les adaptations cinématographiques, notamment celle de 1990 et quelques, je ne sais plus, et aussi la série sur Netflix que j'ai beaucoup aimé. Bref, passons à la prochaine question. Mon nouveau ou nouvelle autrice préférée, et je vais être obligée de vous reparler de Betty parce que c'est Tiffany McDaniel. J'ai adoré sa plume, je trouve que c'est à la fois très violent, très dur de par les thématiques mais aussi de par les mots qu'elle emploie, mais en même temps il y a un côté très très poétique dans la façon dont elle écrit. Et malgré le fait que ça a été traduit, je peux reconnaître toute la beauté de la plume de Tiffany McDaniel parce que je trouve que le traducteur a vraiment bien retranscrit les choses. Faudrait que j'essaie de lire quand même un bout en anglais, juste pour voir à quoi ça ressemble vraiment. Mais en fait, ça se voit que ça a été très bien fait, que ça a été extrêmement bien travaillé. Et sa plume est absolument magnifique. Elle réussit à nous décrire une scène tragique et juste après une scène poétique, parce que aussi là-dedans il y a beaucoup de poésie. Mais vraiment, j'ai trop hâte de lire L'été où tout a fondu. Je sais pas si je le lirai, peut-être que je le lirai en juillet ou en août, je sais pas, je verrai, je vous avoue, je sais pas trop encore, mais en tout cas il me fait très très envie. Ensuite on va passer à mon personnage préféré. J'ai pas pu trop choisir, je vais juste rapidement vous reparler de Betty puisque c'est un personnage que j'ai adoré, mais vu que j'en ai énormément parlé, on a compris l'idée. J'ai aussi beaucoup aimé Morrigan Crow de Nevermore, mais vu que je l'ai déjà mentionné, je vais passer rapidement. Le personnage dont je voulais vous parler, il s'agit de Medusa du livre De l'autre côté du mythe, Medusa de Flora Boukri. Ici c'est une réécriture mythologique de Medusa et en fait il y a un côté très touchant dans ce court récit, c'est vraiment une centaine de pages je crois.
Et en fait Flora Boukri, qui est une autrice française, réécrit ce mythe d'une façon très empathique envers Médusa, ce qu'on n'a pas forcément le réflexe de faire. En tout cas, elle n'est pas souvent représentée de cette façon dans les réécritures. Et là, il y a aussi toutes ses relations avec sa famille, et notamment avec Athéna, qui est souvent dépeint comme une rivalité où elles s'entendent très très mal, où Médusa a rompu sa confiance, alors que là c'est pas du tout le cas. Elle a une relation très maternelle avec la déesse, et en fait Médusa est tellement vraie, tellement empathique, et elle a envie de plaire à plein de gens, elle a envie de bien faire et on lui vole tout. Elle m'a énormément touchée, ça a remué beaucoup de choses en moi, parce que j'ai trouvé ça tellement injuste ce qui lui arrive, et notamment dans la façon dont l'a écrit Flora Boukri, que ça m'a beaucoup émue, et je me suis... j'allais dire, mais je me suis identifiée. Non, je me suis absolument pas identifiée à Médusa, mais j'étais tellement empathique avec elle que ça a créé quelque chose. Et c'est vraiment un roman que j'ai beaucoup aimé, et du coup ce personnage de Méduse m'a beaucoup parlé en fait. Et on va passer à la question où je pourrais répondre longuement. C'est un livre qui m'a fait pleurer, et du coup je vous avais montré l'année dernière, mais je vous l'ai montré aussi cette année. Je fais un petit code de mes sentiments envers mes lectures. Par exemple, toutes les cœurs, c'est parce que j'ai eu un coup de cœur. Les fleurs, c'est parce que c'est un roman mignon. Et les petites gouttes, c'est quand j'ai versé une larme, ou j'ai pleuré à torrent, que j'ai eu les larmes aux yeux. Bref, vu que je vous ai parlé énormément de Betty, et c'est le roman où j'ai eu le plus de larmes aux yeux, j'ai eu vraiment des crises de larmes, je me suis dit que j'allais vous parler du premier livre où j'ai pleuré. Il s'agit de La Maison au sortilège de Emilia Hart, qui est juste ici. Je l'avais lu grâce à l'exemplaire de la bibliothèque, mais Cécilia de la chaîne Jurassic Jones me l'a gentiment envoyé, du coup je l'ai en ma possession. Et en même temps elle m'avait envoyé aussi un petit marque-page que je trouve absolument magnifique, dont je vous parle à chaque fois que je le vois, parce que vraiment il est trop beau. Et en fait le petit truc en plus, c'est qu'elle m'a dit que ça a été fait à partir d'un tissu de sa grand-mère. Je sais plus si c'est des rideaux ou un drap, mais je trouve ça trop touchant, et qu'elle ait pensé à ça, et c'est ce genre de petite attention qui me touche beaucoup. Donc encore une fois merci beaucoup Cécilia, et encore merci pour ça. Ici on suit Kate en 2019 qui fuit Londres, et pour partir se réfugier dans la maison de sa grande tante, oui, parce qu'elle a un secret, et voilà. Après on va suivre justement sa grande tante en 1942 qui s'appelle Violette, qui vit avec le souvenir de sa mère qu'elle a jamais connue. Et également on va suivre en Alta en 1619 pardon, qui connaît le secret des plantes, et qui va se faire persécuter pour ça. Et donc on va suivre le destin de ces trois femmes, et c'est un roman qui m'a beaucoup touchée. Et en plus j'ai encore le mot de Cécilia. Bonjour ma belle, je suis contente que cette lecture t'ait plu. Merci pour ton soutien Cécilia. Et je trouve ça trop mignon. Du coup voilà, il est encore là. Mais en fait déjà c'est ma cam, ça parle de femmes, il y a un côté un peu sorcière que j'aime bien. J'adore la couverture, elle est magnifique. Et le côté aussi historique m'a plu. Et en fait c'est la fin qui... Je crois que c'est à la fin que j'ai pleuré. Mais en tout cas j'ai été très très touchée par l'histoire de ces trois femmes, et comment l'histoire se recoupe entre elles. Et bref, c'est un roman que j'ai beaucoup aimé, que je vous conseille si jamais ça peut vous plaire. Et au contraire, un roman qui m'a rendue heureuse, j'en ai sélectionné 3. D'abord, j'ai choisi L'effet boule de neige de Clara Hérault, parce que c'est une romance déjà. C'est une romance où il n'y a pas de crise des 80%. Ça se passe bien, les personnages communiquent, c'est très mignon. En fait, c'était une petite bulle de douceur toute mimi. Et voilà, c'est tout ce qu'il m'a fallu. En fait, ça m'a surprise la façon dont j'ai aimé le style de l'autrice. Le fait que ce soit des personnages que je trouve agréables, qui soient pas en train de se torturer l'esprit à se dire qu'est-ce que lui pense, qu'est-ce que elle pense, non mais je pense qu'il pense ça et du coup je peux pas lui parler. Non, là juste ils communiquent, ils ont établi des règles parce que c'est du fake dating. Et voilà, c'était très mignon.
Rapidement, l'histoire, on va suivre Iris qui est amoureuse de son meilleur ami qui s'appelle Charles. Ils se sont embrassés la veille de son départ aux États-Unis puisqu'elle est partie faire un stage là-bas. Et à son retour, elle se dit c'est bon, ça y est, on va être ensemble. Sauf qu'il revient avec June qui est sa petite amie. Donc évidemment, c'est de la désillusion et elle va faire du fake dating avec le grand frère de Charles qui s'appelle... Je ne sais plus parce que je retiens mal le nom des personnages. Mais en tout cas, c'était très mignon et ça m'a plu sur l'instant. Ensuite, j'ai envie de vous parler de Lightfall de Tim Probert. C'est un roman graphique dont j'ai adoré les dessins. Il se dégage une douceur incroyable et ça m'a rendue heureuse parce que j'ai trouvé que c'était beau et que c'est... En fait, c'était tellement beau les dessins que j'ai adoré que ça m'a rendue heureuse. Pour parler de l'histoire, on suit Béa qui va essayer de rattraper son grand-père parce que son grand-père est parti en lui laissant un petit mot et en fait son grand-père a des problèmes de mémoire, donc elle va partir à sa recherche et elle va être accompagnée d'un autre personnage dont j'ai oublié le nom encore une fois et bref, c'est une petite aventure où il se passe quand même pas mal de choses, qui est assez mignonne sur certains points, qui a aussi des enjeux sur un autre, des enjeux un petit peu plus... un peu moins de mignon, voilà. Mais en fait, ça m'a fait beaucoup de bien parce que j'ai trouvé les dessins absolument fous. Et le dernier, il s'agit de La Parfaite Tokyoïte 2. Attendez, j'ai oublié son nom de famille. June Ah, comment elle s'appelle? Je ne trouve plus, mais je crois que c'est June Fujiwara. Et c'est un roman très très court de ces éditions là, c'est les éditions Les Arènes et déjà j'aime beaucoup l'esthétique assez simpliste de la couverture. Je vous mettrai du coup la couverture juste ici de La Parfaite Tokyoïte et en fait on va suivre le récit de June Fujiwara du coup. Et on va suivre l'autrice revenir au Japon parce qu'elle est japonaise mais elle vit en France avec son mari et sa fille, je crois que c'est une fille qu'elle a. Mais en tout cas, elle retourne au Japon et en fait elle va nous décrire de la façon dont elle se réapproprie Tokyo et sa vie tokyoïte et les choses qu'elle aimait quand elle était enfant. Du coup elle revient à des choses similaires pour se réapproprier son identité aussi japonaise et en fait ça m'a fait beaucoup de bien parce que j'ai trouvé ça assez simple dans la façon dont elle avait de le raconter et ça m'a donné très très envie d'aller au Japon et en même temps c'était juste des moments assez heureux, des réflexions sur sa vie en France, sur sa vie au Japon, sur le fait qu'elle aime cette culture et en fait elle nous montre aussi son amour pour Tokyo et la culture japonaise et ça m'a beaucoup plu. Et enfin, la dernière question, c'est le plus beau livre que tu as acquis cette année. Et pour tout vous avouer, je n'ai pas acheté énormément de livres de ma poche cette année. J'en ai acheté que 3 pour l'instant. Et j'en ai acheté d'autres aux éditions Levant mais ils sont pas encore arrivés. Mais je n'en ai acheté que 3 de ma poche. Déjà les 2 contes de Monte Cristo et The Blood Traitor. Les autres c'est soit des bons que mon papa avait et du coup j'ai pu m'acheter Lou Sonata est l'un des livres que je vais vous montrer juste ici. Et les autres, c'est des cadeaux très généreux qui m'ont été faits par des copines de Booktube et des copines de ma vraie vie. Notamment ces deux-là, hop, qui m'ont été offerts pour mon anniversaire par mon amie Hortense. Et je les aime énormément. C'est du coup Jane Eyre de Charlotte Brontë et Emma de Jane Austen. C'est des vieilles éditions Oxford Classics. Et je trouve qu'ils sont très beaux. Ils sont un petit peu délavés, on peut le remarquer déjà au niveau du dos. Là il y avait une étiquette et on peut remarquer que ça a été le dos est très délavé. Mais en fait ce côté un peu vintage délavé, j'aime beaucoup ça et je les trouve très beaux. On voit bien au niveau du dos sur celui-ci que c'est pas une première jeunesse, mais je trouve qu'ils sont très beaux, très mignons. Et c'est ce genre d'édition que je trouve assez simple dans l'apparence, mais qui font très beau. Bref, je vais pas me répéter, je les trouve absolument magnifiques. Je vais pas vous faire l'affront de vous refaire les résumés de ceux-là. Hein. Je pense qu'on connaît tous à peu près de quoi ça parle. Je suis désolée, il y a un train qui passe. Ensuite, c'est un autre cadeau de Cecilia, c'est La Péninsule aux 24 saisons de Inaba Mayumi. Et je trouve cette couverture trop belle. Déjà j'aime bien le format des piquiers et notamment des piquiers poches. Je les trouve tout petits et moi c'est des choses que j'aime bien, je trouve ça très pratique à emmener.
parce que c'est le genre de choses que moi je peux emmener au travail ou même dans le train, c'est beaucoup plus simple pour moi. Et déjà j'aime beaucoup les éditions Piquet et leur façon de faire les couvertures, et notamment ce genre de couverture assez travaillée, dessinée et tout. Et là je la trouve très très belle, donc voilà, je voulais vous la présenter pour ça. Et j'aime bien aussi, je sais pas, tout le toucher du papier, les trucs comme ça, bref. J'aime beaucoup. Et celui que j'ai pu m'offrir grâce au bon de mon papa, c'est Là où fleurissent les cendres de Nguyen Phan Khai Mai aux éditions Charleston. Et voilà, encore une fois, je la trouve très belle. C'est un peu le principe de cette question, mais j'aime beaucoup ce mélange de couleurs, etc. C'est un roman que j'ai très très hâte de lire. J'attends août, parce que du coup on va le lire en lecture commune avec Louise et plein d'autres personnes qui veulent le lire, puisque c'est dans le cadre de son book club L'ivresse de lire en voyageant. Et j'ai réussi à me retenir de ne pas le lire pendant tous ces longs mois, puisque je l'ai acheté en janvier. Donc je pense que je peux attendre encore 2 mois. Mais il me fait trop envie. Je veux pas relire le résumé, parce que là je m'en souviens plus. Donc voilà, bref, j'ai hâte. Le dernier que je trouve trop beau, il m'a été offert par Lucie. Il s'agit de Babel de R.F. Kuang, qui est du coup là en version anglaise. C'est aux éditions Harper Voyager. Donc voilà, il est assez simple, tout gris, mais j'aime trop. Enfin, je trouve ça très très beau. C'est juste dommage que ça, on puisse pas l'enlever. Même si ça reste un peu shiny comme dans la couverture, ça me saoule qu'il soit là. Je trouve que le travail du lettrage est très beau, et la façon dont il y a des espèces de petites enluminures à l'intérieur, enfin bref. J'aime énormément, et j'aimais aussi beaucoup la version noire. J'essaierai de vous la retrouver, peut-être que je vous la mettrai juste ici. Enfin en tout cas c'est un style que j'aime beaucoup, et je trouve que c'est très agréable parce que les pages ne sont pas très blanches. Je sais pas si vous verrez bien, si je peux essayer peut-être vous montrer, parce que chez Piquet elles sont très blanches les pages. Ah, mon ordinateur. Voilà, là vous voyez peut-être vous voyez bien la différence là. J'aime bien le fait que ce soit pas trop blanc. C'est peut-être la seule chose que je pourrais reprocher au Piquet. Je trouve que les pages sont un petit peu trop blanches, alors que là je trouve que ça va même bien avec l'aspect général du livre, et c'est de la Dark Academia, donc... Et puis ça parle, je sais pas si vous l'avez, enfin c'est sûr que vous l'avez vu passer partout, mais si vous connaissez pas l'histoire, on est à Oxford en 1836, et on est dans la tour de Babel avec des traducteurs, et je sais pas trop ce qui se passe d'autre. Je ne sais plus, je connais les grandes lignes, mais je saurais pas vous donner un résumé précis, et j'ai pas forcément envie de le connaître. J'aimerais bien faire une vidéo autour de ce roman et du mythe de la tour de Babel, parce que c'est ce que j'ai étudié aussi dans l'un de mes cours en master, et j'aimerais bien faire une vidéo là-dessus, de vous mélanger ma lecture, de faire un vlog lecture et avec ce mythe-là. Donc n'hésitez pas à me dire si c'est quelque chose qui vous intéresserait, parce que à la base, je m'étais dit que j'allais lire Babel en anglais et le lire en français, parce qu'en plus c'est de Saxus, et on sait très bien que de Saxus il y a beaucoup de coquilles de traduction, et que c'est pas souvent très bien traduit. Donc ça m'a fait un peu rire jaune quand j'ai vu que c'était de Saxus, et notamment la petite phrase c'était la traduction est un acte de trahison. C'est ce qu'on nous répète souvent quand on est en étude de traduction, et ça m'a fait rire que de Saxus l'ait affiché, parce que c'est une maison d'édition qui est souvent pointée du doigt pour ses traductions bancales. Donc bref, voilà, c'est juste comme ça. Mais je me suis dit, est-ce que j'ai envie de m'infliger la lecture en français ou pas? Bref, peut-être que j'aurai la motivation, je ne sais pas, on verra bien. Mais en tout cas, dites-moi si faire une vidéo sur Babel, le livre, et en même temps le mythe de Babel, est-ce qu'un petit crossover de ça vous intéresserait? Voilà, je pense que je vous ai montré tous les livres que je voulais vous montrer, et j'ai terminé ce tag. C'est un tag que j'aime beaucoup voir, et j'espère le voir fleurir sur plein de chaînes différentes dans ces prochaines semaines, ces prochains jours, parce que c'est un de mes tags préférés, et j'aime bien faire ce petit bilan de mi-année. Je crois que j'avais compté combien j'avais lu de romans et combien j'avais... Alors, parce que là je m'étais arrêtée à ce livre-là. J'avais compté le nombre de romans et le nombre de graphiques que j'avais lus pour l'instant. Et donc le dernier roman que j'ai lu, c'est celui-ci, ce qui fait 35 romans, avec The Agency for Scandal de Laura Wood, qui est un service presse qui m'a été envoyé tout récemment par Pocket Jeunesse, et que j'ai enchaîné parce qu'il me faisait trop envie depuis qu'il est paru en anglais.
et j'avais trop envie de le lire. J'ai pas été déçue, ça m'a beaucoup diverti, j'ai beaucoup aimé. Et le dernier graphique que j'ai lu, je pense que quand sortira cette vidéo j'en aurai lu d'autres parce que je compte faire un vlog pardon, spécial graphique parce que j'en ai emprunté beaucoup à la bibliothèque. Mais le dernier que j'ai lu là, le 20, quand je tourne la vidéo, c'est Berserk de Kentaro Miura. Je crois que c'est ça son nom, je suis désolée. Mais du coup j'ai lu le tome 1 parce que mon copain a beaucoup aimé l'animé. Et je vois le potentiel, mais je pense que je vais plutôt regarder l'animé plutôt que de lire le manga parce que je trouve que ça fait un peu fouillis et j'arrive pas à... Et du coup je disais que je trouve que ça fait un peu trop fouillis pour moi et j'ai beaucoup de mal à voir un peu toutes les actions, à décrypter toutes les actions parce que le fait que ce soit un noir et blanc qui se passe énormément de choses, c'est un peu trop pour moi et j'arrive pas trop à distinguer tout. Et je pense que j'arriverai pas à apprécier le manga à sa juste valeur si simplement je le lis, donc je pense que je vais plutôt le regarder en animé. Et tant pis, c'est pas grave. Mais voilà, j'ai plein d'autres graphiques à lire que je vais pas vous montrer tout de suite. Peut-être que ce sera la prochaine vidéo, je sais pas trop comment je vais m'organiser encore. Mais voilà, j'ai très hâte de lire ces graphiques. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez fait ce tag ou juste à répondre aux questions en commentaire et j'irai ça avec plaisir. C'est vraiment l'une de mes vidéos préférées dans l'année avec tous les bilans, enfin bref, j'aime beaucoup de vidéos différentes sur Booktube, mais les Bookshelf Tours font partie de mes top 1, c'est mon top 1 je pense, organisation livresque, tout ça. Et c'est ce genre de tag, de bilan, de trucs comme ça, j'aime beaucoup avoir ça. Si jamais la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la commenter comme je l'ai déjà dit, à la partager si vous en avez envie et pourquoi pas à vous abonner. Et moi je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Salut!